La guerre en Irak, c'était pour protéger les Irakiens contre l'indécrottable dictateur Saddam Hussein. C'était pour installer la démocratie en Irak, disait-on. Chacun de nous a été convaincu, grâce aux médias internationaux auxquels nous accordons un crédit, un blanc-seing exagéré, que Saddam Hussein fabriquait des armes de destruction massive. Nous avons avalé tous les mensonges que nous servaient les puissants médias internationaux. I understood the consequences of that failure, and as I've said on many occasions, I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented, which was multi-source, was wrong. And it is a blot on my record. But, you know, there's nothing I can do to change that blot. C'était un grossier mensonge. Inconsciemment, nous avons été des acteurs, des complices passifs de la destruction de l'Irak. Pire, nous avons assisté en mondovision, confortablement installé dans nos salons, à la destruction de ce pays du Golfe et à l'assassinat programmé de son dirigeant. Biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess. Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les pétroles et il a obligé les services des renseignements à déposer de faux rapports. Il n'est pas rare que la propagande serve à convaincre les gens de soutenir certaines décisions. Ce qui est plus inhabituel, c'est de se faire prendre si rapidement. Saddam Hussein and his regime are busy doing all they possibly can to ensure that inspectors succeed in finding absolutely nothing. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats, en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de route, jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Et que va nous montrer la télévision américaine? Tout au long de cette route, il y a des signes qui montrent que l'armée irakienne se retirait dans la panique. Plusieurs tanks ont été abandonnés pendant que les soldats prenaient la fuite vers la ville. Les journalistes se font filmer devant les rares blindés. Le commentaire ne fait aucune mention des civils, ni ne précise qu'il s'agissait de soldats en déroute. Nightmarish and macabre images line the roadway. Here lies the remains of Saddam Hussein's military disaster. Dead Iraqi soldiers killed in an air attack. On laisse aux porte-parole de l'armée le soin d'interpréter. Ils étaient totalement incompétents. Mais c'était aussi des voleurs et des meurtriers. La presse et les manipulations qu'elle servait nous ont amenés à être les spectateurs et complices passifs des sombres desseins des grandes puissances. Les auteurs de ce crime odieux, qui l'ont fait pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'instauration de la démocratie, qui l'ont fait pour la maîtrise du pétrole irakien notamment, ces dirigeants continuent de mourir. Même si quelquefois, le bon Dieu les oblige inconsciemment à dire malgré eux les crimes qu'ils ont commis. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, anyway. L'Irak ne retrouvera jamais sa situation d'avant-guerre avant encore un demi-siècle au moins. Pourtant, les Américains sont repartis fièrement dans leur pays satisfaits de leur opération. Et le monde entier s'est tu et continue de célébrer ceux qui ont initié ce chaos. Ils ont mis le cap sur une autre direction, l'Ukraine. En Libye aussi, les Français et les Anglais nous ont convaincus qu'ils venaient sauver les pauvres Libyens de la dictature de la cruauté d'un homme. Ils ont déployé les grands moyens pour, disaient-ils, installer la démocratie en Libye. Devant nos téléviseurs, nous les avons soutenus dans leur projet macabre, l'assassinat de Muammar Kadhafi. Now, when this problem of Libya started, the African Union, with our chairman who is here now, this gentleman here, they formed a committee
a committee of a few of us. I think we were 6. I was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. They entered a plane in Nouakchott in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. That NATO has not allowed them to land in Libya. Now, we call this in Swahili, dharau, contempt. This is contempt. Now, these fellows didn't listen to us. They continued. They killed Gaddafi. Now Libya is in tatters. Up to today. Malgré les timides protestations des Africains, ils ont assassiné le dirigeant libyen et installé le chaos dans le pays pour des décades. Le havre de paix d'hier, qui avait l'un des niveaux de vie les plus élevés du monde, est devenu un champ de ruines où se battent les chefs de guerre les plus féroces pour installer à leur tour une dictature sur ce vaste territoire. Je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. Les Saint-Just d'hier, qui fanfaronnaient sur les chaînes internationales après le meurtre froid du guide libyen, ont tous disparu. Mais personne, dans le même temps, ne demande les sanctions contre eux. Pas même les médias, qui très discrètement reconnaissent qu'elles ont été manipulées. Le pire, c'est de se durcir, de camper sur sa position, d'être convaincu qu'on a raison. Beaucoup des erreurs que nous avons commises dans cette région depuis 2013 sont dues à l'incapacité à ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles sur des réalités que nous comprenions mal. Évidemment, les Africains craintifs, fatalistes, résignés, soumis, se taisent et n'osent pas engager de poursuites contre ces vendeurs de mort. Plus grave, cette mission vengeresse de l'ancien président français Nicolas Sarkozy contre Muammar Kadhafi a eu des conséquences graves dans toute une région, un vrai tremblement de terre, avec des répercussions inestimables, puisqu'elle a totalement déstabilisé le Sahel, offrant un champ de bataille, un vaste terrain de jeu à des terroristes de tout poil, dont certains qui étaient partis d'Afghanistan sous la pression des Américains. C'est l'existence même de certains pays qui est désormais menacée par cette folie d'un homme. Si c'est maintenant connu, si cette responsabilité de quelques dirigeants du Nord dans le chaos qui règne aujourd'hui dans le Sahel est timidement évoquée dans la presse du Nord, on peut encore s'étonner de son attitude, de sa couverture, de la lecture qu'elle fait de la situation dans le Sahel. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Je n'ai pas beaucoup lu ou écouté la presse internationale évoquer la responsabilité de la France et de la Grande-Bretagne dans la situation au Mali. Je n'ai pas entendu dire qu'il était logique que la France et ses alliés qui ont créé ce chaos avaient l'obligation d'éteindre le feu qu'ils ont allumé. En revanche, j'ai beaucoup entendu mes confrères saluer l'action salvatrice de Paris qui a aussitôt volé au secours du Mali qui risquait d'être colonisé par la horde de terroristes venus du désert. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Tous continuent de saluer le rôle de l'Union européenne de Paris dans le Sahel. Tous évoquent leur action, leur sacrifice dans cette zone où elles ont perdu des soldats. Tous tirent à boulet rouge sur les juntes ingrates qui ont arraché le pouvoir sans leur autorisation et qui ne leur obéissent pas comme le faisaient leurs aînés. Des jeunes qui, fatigués d'attendre les résultats de leur engagement, leur ont demandé de partir. J'ai attendu que certains confrères du Nord intellectuellement honnêtes sortent du conflit pour leur rappeler les raisons qui ont installé ce chaos dans le Sahel sans succès. J'attends toujours. Personne n'ose évoquer les causes du mal. Tout se concentre sur les conséquences. Les putschistes qui prennent le pouvoir, c'est plus commode. Ils se font même l'écho des sanctions vengeresses iniques qui frappent les populations en estimant que c'est justifié. On punit les populations comme ici au Niger pendant que l'on regarde silencieux complices les autres. C'est ça la dictature de la pensée. Et plus vicieux, on nous a offert un os à ronger, un nouveau coupable, les Russes, qui manipuleraient, qui seraient les nouveaux colonisateurs avec leur Wagner. La Russie
est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Personne n'a mentionné devant une telle ineptie que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. La colonisation, on la connaît. Et nous n'avons guère envie de changer un maître pour un autre, rassurez-vous. Ça doit être dit. La dictature de la pensée est telle que nous la consommons au quotidien. Les grandes éditions des journaux ne suffisent plus. On y a rajouté les chaînes d'infos en continu, les médias en ligne, les réseaux sociaux, d'extraordinaires outils de conditionnement mental. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Difficile de ne pas être influencé par un tel arsenal qui désormais cible de façon précise et personnalisée. Ainsi, autre exemple patent, sans être particulièrement affecté par cette pathologie qui fait moins de morts que le paludisme, l'Afrique a fait comme le reste du monde en 2020 face au Covid-19 en essayant de se confiner. Pourtant, la plupart des dirigeants étaient conscients du fait que non seulement c'était irréalisable dans le contexte local, mais qu'en plus, les conséquences seraient plus létales que la Covid-19 elle-même. Mais il fallait faire comme les autres, puisque, par les médias, on avait conditionné les populations pour qu'elles adhèrent à la solution occidentale, pour qu'elles pensent que c'est la plus grosse urgence, la plus grosse menace. Alors, sous la pression de ce que l'on appelle la communauté internationale, on ne sait pas qui c'est, mais en réalité c'est l'Occident, on a arrêté tout pour essayer de se confiner et se procurer frénétiquement comme eux des vaccins. C'était selon eux la seule attitude à adopter. Ils nous avaient prédit l'apocalypse dans les villes africaines où l'on ramasserait les cadavres qui joncheraient les rues. Et du jour au lendemain, sans aucune réelle raison logique, la Covid-19 est passée au second plan. On nous a servi un nouvel os à ronger pour tourner la page de ce fiasco planétaire. Une nouvelle urgence. Curieusement, l'Ukraine est venue déplacer les priorités. Il fallait convaincre le monde que son avenir se jouait de ce côté-là. C'est devenu le principal souci de la planète. Une priorité grossièrement imposée par les grandes puissances et soutenue, largement relayée par les médias internationaux. Exit la Covid-19. Place à Zelensky, menacé par le méchant Vladimir Poutine. Et là encore, personne ne doit remettre en cause l'aversion des grandes nations de l'OTAN. Non. Ils sont les saints justes qui déploient des moyens colossaux, qui ont dégainé leur chéquier, qui se sacrifient pour la démocratie, pour la liberté, pour le droit international. Un principe pour lequel ils ne sauraient transiger. Avec elle, la presse internationale, avec ses spécialistes, ses analystes, ses éditorialistes, ses psychanalystes qui voient dans Poutine un fou dangereux, qui érige Zelensky en rempart de la démocratie. Ceux qui osent aller contre ce consensus, cette lecture, sont des antidémocrates. Et les dirigeants qui n'ont pas voté aux Nations Unies pour les sanctions contre la Russie doivent en payer le prix. On n'éprouve pas de gêne au sein de ce qui est censé être l'un des temples de la liberté, la Chambre des représentants du Sénat américain, pour initier une loi, un texte pour punir les récalcitrants. Et cela ne semble choquer personne. Nous avons vécu au rythme des bombardements, des contre-offensives, des armes les plus sophistiquées qui devaient permettre à l'Ukraine de gagner la guerre. Chaque mois devait être celui de la victoire de l'Ukraine, avec des généraux très pointus et très soignés dans leurs costumes civils qui nous mentaient avec aplomb sur ce qui se passe sur le terrain et qui n'éprouvaient aucune gêne à en rajouter malgré les démentis qui venaient d'Ukraine. La guerre n'est toujours pas gagnée. Je n'entends personne dénoncer le fait que les Occidentaux, les grands chefs de l'OTAN, ont poussé Zelensky à accepter la destruction de son pays. Et la folle opération du Hamas en Israël est venue offrir un nouveau centre d'intérêt et repousser l'Ukraine en ruine au second plan. Désormais, c'est devenu la priorité, l'info dont il faut parler. Surtout ne pas sortir de la version occidentale. La machine médiatique se charge de l'écraser, de le broyer, qui qu'il soit. L'ancien premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, a fait les frais de cet alignement de la presse que l'on dit neutre. On a là un exemple patent et l'Afrique n'y a pas échappé, puisque nous avons même assisté sur les médias continentaux au même type d'affrontement sur des questions qui, en réalité, ne nous concernent pas. Avec des confrères qui très souvent se faisaient tout simplement des relais du traitement de médias du Nord. Sans recul, le sujet est devenu une priorité, un peu comme si on était concerné au même titre par ce sujet si lointain. Je n'ai pas souvent vu les nations de cette région faire de nos soucis leur but. Pendant ce temps, la reprise de Kidal au Mali, récupérée aux terroristes, information qui devait être l'événement majeur dans les médias, est presque passée sous silence.
avec un traitement des plus lapidaires, des plus insultants.